Eh ben non, il y a toujours pas de jingle dans le coup tordu. Je vais vous dire un truc, les jingles dans les podcasts, ça sert à une seule chose. Ça sert à vous faire perdre votre temps. Dans le coup tordu, on y va direct. On parle vélo, on parle cyclisme. Je vous retrouve en solo pour le 378e épisode du coup tordu. On va faire la preview de la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta 2025 et également la preview du mémorial Marco Pantani. En parlant de Marco Pantani, vous retrouvez Enzo, son plus grand fan. Voilà, ils sont pas présents dans le podcast actuellement. Vous les retrouverez très très bientôt. Enzo, donc son site The Big Gear, vous retrouvez toutes ces previews et bien évidemment la Tib alias Thibaut Chambre sur X, sur Twitter, et ces previews à retrouver aussi sur le site Vélo Futé, voilà, qui pour moi est de loin, il y a des très très bons sites de vélo en France, mais pour moi le meilleur, celui qui va le plus au bout des choses, le site des passionnés pour les passionnés, c'est les copains de Vélo Futé. On revient sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors au moment où j'enregistre le podcast, j'ai pas encore le résultat du Grand Prix de Québec. C'est-à-dire, j'enregistre le podcast, il reste à peu près 80 km sur le Grand Prix du Québec. On a 4 échappés à l'avant, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans le Grand Prix du Québec. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la 19e étape de la Vuelta, vous l'avez vu comme moi évidemment. Alors scénario, c'était pas très très compliqué, quoi qu'il y avait quand même un petit débat chez certains suiveurs, échappé, pas échappé. Là, clairement, on a compris dès le départ que ça serait un sprint. Les pics étaient foireux, plus que les jambes de Brian Cocard et de Ethan Vernon, je les ai trouvés quand même particulièrement isolés et particulièrement mal placés par leur équipe. Quand Ethan Vernon, vous avez dû observer son sprint, il se bouffe du vent à 300-400 mètres de l'arrivée pour essayer de se replacer. Moi, dans le scénario que j'avais prévu, j'imaginais que Jake Stewart ferait ce travail à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on réussirait véritablement à garder les 2 cartouches pour le dernier kilomètre. Et du côté de la Cofidis, ce pauvre Brian Cocard a fait absolument, parce que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'hier, j'avais 2 pics, c'était Ethan Vernon et Brian Cocard. Je maintiens que pour moi, le profil de ces sprints était complètement taillé pour les qualités d'Ethan Vernon et peut-être même encore plus de Brian Cocard. Mais le coq pareil. Alors moi, j'imaginais qu'il puisse réussir à se démerder tout seul. Mais enfin, vous l'avez vu se débattre, bouffer du vent à 400, à 500 mètres de l'arrivée. Et à l'inverse, du côté des Alpecin, et c'est vraiment la force globale des Alpecin, c'est qu'ils ont véritablement géré stratégiquement, tactiquement et physiquement l'étape de Jasper Philipsen, c'est-à-dire qu'il a traîné en queue de peloton pendant toute l'étape. Ils se sont complètement désintéressés de la course. On les a très souvent vu faire ce genre de move sur la Vuelta, notamment, rappelez-vous, à l'époque avec Callum Groves. Ils sont commencé à se replacer dans les derniers kilomètres et ils ont été déposés, Jasper, à 200 mètres de la ligne pour véritablement lui réduire son temps d'effort sur l'étape au plus court possible, et à savoir faire parler sa qualité première, qui est sa pointe de vitesse, qui est l'une des 3 plus redoutables au monde pour moi, avec Tim Merlier et avec Jonathan Milan. Donc bravo à tous ceux qui avaient Jasper Philipsen devant Mats Pedersen. Juste avant d'attaquer, on va parler du mémorial Marco Pantani et on terminera avec la 20e étape de la Vuelta. Petite actualité vélo. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais déjà, voilà, les joueurs de Side Limit ont vu que les autres d'ailleurs, Giovanni Carboni des TDT Unibet qui était sur Side Limit parce qu'il a été à la Kern Pharma il y a 2 ans avant de passer dans une équipe japonaise. Il s'est fait choper par la patrouille. Mais puisqu'on parle de ça, je sais pas si vous avez vu ce nouveau produit qui doperait, qui boosterait les performances. Non, ce n'est pas une nouvelle forme d'EPO, c'est pas le monoxyde de carbone, pas du tout, c'est les shoots de brocoli. Les shots de brocoli. Y a des articles qui commencent à sortir à droite à gauche. Apparemment, au niveau des performances, le truc serait totalement révolutionnaire. Visiblement, vous prenez un shot de brocoli, allez, 2-3 heures avant une course, un entraînement, une compétition, vous êtes boosté à 5%. 5%, c'est colossal. Lens, ça servait à rien de te mettre des seringues, te pourrir la tête. Johan Brunel, t'as fait attraper des cancers à tes coureurs. Les gars, ça servait à rien. Des brocolis, voilà, fallait juste manger des brocolis. C'est tout bête. Alors, il y a Mats Pedersen qu'on a fait la promo. Alors ça, évidemment, le shot de brocoli, alors apparemment, c'est assez cher quand même. C'est un petit peu plus de 20 balles les 4 shots. Mats Pedersen en a fait son éloge. Alors évidemment, je pense pas qu'on ait véritablement de débat là-dessus, même s'il y a apparemment un système un peu biologique pour réussir à
extraire le shot de brocoli. Bon, je pense pas qu'on puisse rentrer ça à un moment donné parmi les produits dopants. Alors j'ai vu un tweet de Cyril Guimard sur X qui n'y croyait absolument pas. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, il y a une immense opération commerciale derrière. Et c'est de bonne guerre, d'ailleurs. C'est de bonne guerre. Parce que je pense que les coureurs qui ont des partenariats avec les marques, forcément, si un coureur court sur une marque de vélo, il va dire que la marque de vélo, c'est la meilleure. S'il a des casques, il va dire que les casques, c'est les meilleurs. Donc, je pense qu'on se retrouve avec des équipes, des coureurs, des sportifs qui peuvent avoir des deals de près ou de loin avec les marques qui fabriquent ces fameux shots de brocoli. Mais ça, c'est de bonne guerre. Ça, j'ai pas de problème avec ça. La deuxième chose, là où j'ai un petit peu plus de mal, et je sais que ça existe, je sais que ça se fait. Bon, je soupçonne certains journalistes pas d'avoir pris un petit billet. C'est pas exactement ça, parce que la marque, elle va pas arriver, va pas aller voir le journaliste en question en lui disant « Fais un article, je te donne un billet ». Ça se passe pas comme ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est, on va dire, de écrire un article, on va dire plutôt bienveillant sur le shot de brocoli, et à côté, ils vont nous prendre une campagne de pub, soit dans notre journal, soit sur notre site internet. Bon, voilà. Alors apparemment, il y aurait quand même une efficacité. Après, je dis pas, mais enfin de là à 5%, c'est le monoxyde de carbone. C'est-à-dire qu'on vous a tanné avec Thibaut et Enzo il y a 1 an et demi, 2 ans avec le monoxyde de carbone où les mecs ont boosté leur performance. Ils en ont mangé matin, midi et soir 2022-2023 pour atteindre des niveaux de perf que vous avez vus ces derniers mois. Et en fait, on aurait simplement la même efficacité avec des brocolis. Voilà. Donc manger des brocolis, après voilà, c'est bien, c'est sain. Ça fait travailler des agriculteurs, j'en suis le premier content. Mais voilà, en tout cas, sachez que désormais, on dope ses performances, on booste ses performances avec des shots de brocoli. On bascule, allez, un petit mot du mémorial Marco Pantani. Je vais pas en faire des caisses sur ce mémorial Marco Pantani. Pour moi, c'est vraiment très très dur à pronostiquer, le parcours qui est quand même très particulier. On se retrouve avec une succession de bosses, on va dire au milieu du parcours, des bosses qui sont quand même relativement, on va dire relativement roulantes. C'est des petits shots, voilà, d'1 kilomètre à 7-8% de moyenne, assez répétitifs. Et ce qui est particulier, c'est que le bas de la dernière ascension est situé à peu près à 40 km de l'arrivée. Donc ce qui laisse la porte ouverte un petit peu à tous les scénarios. Il y a 2 ans, on avait eu seulement 15 coureurs à l'arrivée, ce qui est absolument rien. L'année dernière, on a eu la victoire de Marc Hirschi. Alors tout le monde pense au quadruplé d'Isaac Del Toro, Isaac Del Toro qui vient de remporter ses 3 dernières course. Donc s'il remporte celle-ci plus l'autre semi-classique italienne qui a lieu dimanche, il va se retrouver avec 5 victoires de suite. Alors c'est un petit peu le pari, il y en a qui pensent qu'il est capable. Il y a une théorie qui commence à pointer le bout du nez, une théorie que je valide, c'est Tadej Pogačar et Isaac Del Toro premier et deuxième du prochain Tour de France. À la vitesse où progresse le gamin, franchement je pense que c'est pas impossible. Alors du côté de l'équipe Emirati, alors pour contrôler la course, je sais pas trop, on a quand même 3 gamins qui sortent de la Conti, à savoir Luca Gemmi, on a Langen qui est pas mal, et puis on a Sambellino. Donc Sambinello, voilà précisément. Donc bon, après évidemment s'ils sont dans la next gen des UAE, c'est que c'est des bons coureurs, mais quand sur vos 7 coureurs vous en avez 3 qui sortent de la Conti, ça risque peut-être de manquer un peu d'expérience pour contrôler la course. Pour l'instant, Isaac Del Toro, il y a eu un peu de génie tactique sur ce qu'il a réussi à faire. En tout cas, il a été très très bon et très très propre sur ses 2 dernières victoires. La course de mercredi, celle-ci, il n'y avait pas vraiment, ça jouait à la jambe. La Coppa Sabatini, il a été très très bon avec Jan Christen. Là, potentiellement, je sais pas s'ils peuvent pas être un peu débordés. Au niveau de la météo, je vous en ai pas parlé, ça va être très très calme, très très peu de vent, et on va dire très léger vent de face sur la partie finale du retour. Donc moi, si j'avais plutôt quelque chose sur lequel je devrais aller, je dirais plutôt aller à un sprint d'une vingtaine, d'une trentaine de coureurs. Alors au moment où j'enregistre le podcast, j'ai pas encore vu de sortie de cote. Un pic qui pourrait peut-être m'intéresser si on se retrouvait, on va dire, sur un sprint, comme je l'imagine, un sprint à un petit comité. Aller à 20-25 coureurs, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je pense pas qu'on ait une météo suffisamment forte pour épailler le peloton. Le petit vent de face sur la phase retour, ça pourrait
créer des regroupements, et puis surtout l'équipe UAE me semble pas suffisamment forte véritablement pour complètement épailler le peloton. Donc moi, il y a un petit nom qui me plaît bien dans l'histoire, c'est Pao Mikel qui vient de signer du côté de la Bahreïn. Voilà, sur un groupe de 20-25, il peut avoir la pointe de vitesse. La forme est pas mal, hein. Sur la Coppa Sabatini, il termine à la 8e place, hein. Il fait 4e du sprint du peloton. Alors on avait quand même un dénivelé un petit peu plus conséquent sur cette course-là, et puis il était également, bon, je vais pas dire en phase de reprise parce qu'il avait déjà couru sur le Grand Prix de Industrie et Agriatinao, mais bon voilà, il est en phase, on sent que le cycle de forme est en train de progresser. On sait que c'est quelqu'un qui a une très très belle pointe de vitesse, notre ami Pao Mikel. Donc un petit top 3, voilà, un petit top 3 de Pao Mikel. Alors encore une fois, faudrait voir la cote. Faudrait voir les cotations, mais voilà, ça pourrait être éventuellement une idée. Mais encore une fois, là, j'ai pas du tout de cotation, donc je peux difficilement vous dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Mais un petit top 3 de Pao Mikel, allez, à partir de 5-6, ça pourrait être éventuellement un truc qui pourrait m'intéresser. On bascule sur la 20e étape de la Vuelta, la fameuse étape de la Bola del Mundo, l'étape reine, voilà, finalement l'étape reine de cette Vuelta 2020. Alors le scénario de la course, moi je suis quand même assez sûr du GC Day. Même si on n'est pas très sûr de soi du côté de la Visma, on pourrait être tenté d'envoyer un pion à l'avant pour essayer de gagner l'étape et de prendre et de bloquer les bonifs. Globalement, envoyer Sepp Kuss à l'avant. Après, alors pareil, niveau de la météo, c'est assez nul, hein. Très peu de vent. Il va faire assez chaud. On pourra avoir par endroits dans les plaines un ressenti aux alentours de 28-29 degrés. Le début de l'étape est quand même bon pour prendre une échappée. Je pense que les UAE, il n'y a pas grand chose à faire tactiquement, hein. Il y en a qui parlaient d'envoyer Jay Vine à l'avant pour éventuellement servir de relais, faire un saut de puce entre les deux dernières ascensions avant la Bola del Mundo. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. 44 secondes de retard pour Joao Almeida. J'espère d'ailleurs que la bonif de ce vendredi, il va pas la pleurer toute sa vie, celle-ci, hein. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Jonas Vingegaard a été récupéré 4 secondes de bonification de manière totalement gratuite. Donc je pense que pour la première fois de cette Vuelta 2025, je pense que la tactique elle est simple pour les UAE, c'est être en ordre de bataille derrière Joao Almeida, absolument tout le monde, pour simplement essayer d'aller chercher l'étape. Il y a une donnée qui va être à prendre en compte sur cette étape, c'est la donnée altitude. C'est-à-dire qu'on va avoir la Cima copie de cette Vuelta 2025. On va dépasser pour la première fois depuis le début de la Vuelta les 2000 mètres d'altitude. On va monter à 2253 mètres d'altitude. Et ce qui est intéressant, c'est que cette altitude, c'est sur les 4 derniers kilomètres. Et c'est là aussi où c'est forcément sur les 4 derniers kilomètres qu'on a le plus d'altitude, hein. Là, je suis en train de vous dire un truc, un pléonasme, peut-être la punchline la plus ridicule de toute l'histoire du coup tordu. Mais ce que je veux dire, c'est que les gros pourcentages sont situés véritablement sur ces 3 derniers kilomètres et demi. Donc, avec 19 étapes, de la Vuelta dans les pattes, un Tour de France, Jonas Vingegaard, ça fait quand même quasiment 2 semaines qu'il se fait toutes les cérémonies protocolaires, les interviews. Pendant ce temps-là, Joao Almeida, quand Jonas Vingegaard est en train de répondre aux interviews, Joao Almeida, lui, il est tranquillement au massage. Donc tout ça, sur 15 jours, 3 semaines, c'est quelque chose aussi qui pèse. Voilà, c'est quelque chose qui pèse. Jonas Vingegaard, il n'est pas transcendant, il n'est pas impérial. Donc je pense que du côté des UAE et je pense que du côté d'Almeida, véritablement, on y croit. Lui prendre pas 44 mais 34 secondes, parce que si Vingegaard finit pas dans le top 3, faut lui prendre 34 secondes plus les 10 secondes de bonification, faut remporter l'étape. Honnêtement, si pour Jonas Vingegaard, ça lâche aux 2 tiers de l'ascension, il peut prendre très très cher dans les derniers kilomètres. Vraiment, c'est possible. C'est une vraie possibilité. Alors, il y a cette donnée de l'altitude, hein. On n'a pas eu d'altitude depuis le début de la Vuelta. En principe, la haute altitude, c'est plutôt quelque chose qui est favorable de base à Jonas Vingegaard. Il est danois, mais quand il était jeune, vous connaissez tous l'histoire, avec ses parents, dès qu'ils avaient des vacances, dès qu'ils avaient 5 minutes, il prenait le camping-car, il prenait la voiture et il faisait de l'altitude, d'école. Il venait dans les Alpes, principalement dans les Alpes françaises, hein. Il y a des photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on voit Jonas Vingegaard, il a 15
15 ans, il est au camping, il a sa casquette, il est tout jeune. Donc ça en principe il sait faire. Maintenant, j'ai pas non plus décelé qu'en altitude Joao Almeida n'était pas bon. Voilà, donc voilà. Je vais rien prendre sur cette étape. Je vais simplement laisser tourner les PLT en espérant que Joao aille nous chercher la Vuelta. Et je vais vous dire, en mon fort intérieur, vraiment j'y crois. Vraiment j'y crois. Mis bout à bout, je pense qu'il va y avoir une grosse part de mental. Il va y avoir une grosse part de coaching de la part des managers du AE. Va falloir que Joao y croit. Vraiment, il a rien à perdre sur cette étape. Alors oui, l'autre donnée qui me fait partir sur un GC Day, je pense que la Bora également va rouler. La Bora doit imprimer un gros rythme pour faire craquer Tom Pidcock et pour aller placer Jay Hindley sur le podium. Ça, pareil, cette ascension de la Bola del Mundo avec une arrivée à 2253 mètres d'altitude, une ascension de 3 quarts d'heure. En principe, ça doit craquer pour Tom Pidcock, même s'il a été quand même assez surprenant. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin pour ce coup tordu. Vous aurez un épisode un petit peu plus conséquent demain pour le Grand Prix de Montréal. Ça sera de mon côté du fantasy avec probablement Joao Almeida en capitaine dans ma ligue sur Side Limit. Si j'avais un favori pour donner pour l'étape, ça serait lui. En 2, Jay Hindley et peut-être en 3, Jonas Vingegaard. Voilà, ça partirait, on va dire, un petit peu comme ça. Et si j'avais un vrai coup de folie à tenter sur un pic, on va dire un pic échappé, ça serait Sepp Kuss qu'on enverrait à l'avant et qui résisterait simplement pour aller bloquer les bonifications. Il y a ça aussi, hein, si Sepp Kuss est très très bien, plutôt est-ce que il partirait avec Joao Almeida pour aller lui croquer la bonif, ou est-ce qu'on laisserait Sepp Kuss en retrait avec Jonas Vingegaard pour essayer de tenir un rythme pour les derniers kilomètres? Franchement, en principe on reste avec Vingegaard, hein, malgré tout. Mais bon, du côté de la Visma, on va la jouer défensif, et je pense que du côté des UAE et du côté de la Bora, on va la jouer offensif. Jay Vine fait comme dans son interview, comme il a dit dans son interview, s'il part à l'avant pour aller chercher l'étape et qui prend l'étape et qui manque simplement les bonifications de Jay Vine pour remporter la Vuelta, alors là, cette étape-là, on va en parler pendant 50 ans. Je n'ose même pas y penser. Voilà pour ce coup tordu. On va pas aller plus loin. On se retrouvera demain pour un épisode plus conséquent où on parlera du Grand Prix de Montréal. Allez, bonne avant-dernière. Et puis on parlera également de la dernière étape de la Vuelta. Et puis je vous annonce aussi que dès la semaine prochaine, le coup tordu va continuer. On va pas s'arrêter là. On se retrouvera en quotidienne parce que le podcast des passionnés, c'est vraiment pour les passionnés. On se retrouvera en quotidienne pour le Tour du Luxembourg. Allez, ciao les potos.